Bien, Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames, Messieurs, je suis très heureux de venir conclure votre congrès à un moment où jamais la question de l'électricité n'a été aussi importante pour nos compatriotes et pour l'ensemble des pays européens. Nous venons en effet de vivre 24 mois d'une crise énergétique sans précédent. Et je voudrais commencer par vous remercier tous ici pour votre mobilisation, les producteurs, les transporteurs, les distributeurs, les fournisseurs d'électricité. Je rappelle qu'il y a quelques mois, on parlait de pénurie, on parlait de coupure d'électricité. Nous sommes arrivés à passer l'hiver sans encombre grâce à une action collective qui a été remarquablement menée, et je tenais à vous en remercier. Mais je pense qu'il faut que nous tirions toutes les leçons de cette crise énergétique, à la fois du point de vue politique, du point de vue économique et du point de vue financier. Du point de vue politique, d'abord, en retenant l'intuition qui a été celle du président de la République depuis 2017 et qui tient en un seul mot, l'indépendance. Rien n'est plus précieux pour une nation que son indépendance énergétique. Et cette indépendance énergétique européenne, elle a été, hélas, abandonnée pendant des décennies au profit de stratégies de dépendance vis-à-vis d'autres nations ou d'autres continents, la Russie en premier, que nous avons payé cher au moment de la guerre en Ukraine. Plus que jamais, l'Europe doit bâtir son indépendance énergétique. Et plus que jamais, la nation française doit défendre ses choix énergétiques qui ont été les bons. Dieu sait qu'ils ont été critiqués, Dieu sait qu'ils ont été attaqués, Dieu sait qu'ils ont été vilipendés, qu'ils le sont parfois encore, et pourtant, nos choix nationaux d'indépendance, de diversification énergétique et le choix du nucléaire ont été les bons choix pour la nation française comme pour l'Europe. Il est donc indispensable de tenir cette ligne politique fixée par le président de la République, qui est celle de l'indépendance énergétique qui fera notre force économique comme notre force politique. Du point de vue économique, je pense que les récents événements ont montré une chose très claire, qui ne va cesser de s'affirmer dans les années qui viennent. La grande question économique du XXIe siècle, c'est l'énergie. C'est l'électricité décarbonée. C'est la capacité à avoir accès à une énergie décarbonée, à bas coût, de manière constante et régulière, dans une nation comme la France, qui a décidé, sous l'autorité du président de la République, de se réindustrialiser et de fermer la page de 4 décennies de délocalisation industrielle. Nous avons engagé cette réindustrialisation. Elle donne des résultats. Nous avons ouvert 300 usines en l'espace de quelques années. Nous avons créé 90 000 emplois industriels. J'ai encore récemment inauguré la première gigafactory de batteries électriques dans le nord de la France, à Douvrin, avec ACC, projet qui, il y a 4 ans, amenait un souvenir ironique aux lèvres de ceux à qui on le présentait. Et pourtant, là aussi, nous avons vu juste. Cette usine et cette gigafactory sont le prélude à l'ouverture de 4 gigafactories de batteries électriques en France, qui vont nous permettre de regagner en indépendance pour les véhicules électriques et pour la production de batteries. Nous allons faire de même pour les éoliennes. Nous voulons faire la même chose pour les panneaux photovoltaïques. Il n'est pas question de continuer à importer quasiment 90% de nos panneaux photovoltaïques de Chine. Nous devons bâtir une filière de panneaux photovoltaïques de nouvelle génération, comme nous le faisons pour les batteries électriques. Nous voulons faire la même chose pour l'hydrogène vert, sur lequel nous avons investi plus de 9 milliards d'euros. Pour la première fois depuis 40 ans, la France crée de nouvelles filières industrielles. C'est une immense réussite, mais c'est aussi un immense défi, car le seul défaut de ces électrolyseurs, de ces gigafactories, pour ne rien dire des centres de stockage de données, de ces usines qui vont créer les pales d'éoliennes ou les moteurs, de ces usines qui vont créer demain des panneaux photovoltaïques de nouvelle génération, c'est que toute cette industrie consomme beaucoup d'électricité. Pour la France, les besoins sont chiffrés. Si nous voulons réussir la réindustrialisation,
nous aurons besoin de produire 750 TWh en 2050. 750. Nous en produisons 450 aujourd'hui. C'est dire l'ampleur du défi qui nous attend et c'est dire à quel point, je le répète, l'électricité et l'énergie seront les grands défis économiques du XXIe siècle. Alors comment est-ce que nous pouvons faire pour arriver à concilier croissance et climat, réindustrialisation et électricité décarbonée, climat et prospérité? Il faut que la France montre la voie de l'accès à une énergie décarbonée disponible en grande quantité et abordable. Comment est-ce que nous pouvons y arriver? La première des solutions, je le rappelle, elle est parfois pas la plus facile à défendre, mais c'est sans doute l'une des plus efficaces, c'est de consommer moins d'énergie. Donc de faire preuve de sobriété pour que la hausse de la demande se fasse au même rythme que la hausse de production. Et je pense que sur ce sujet de la sobriété, au-delà des comportements individuels, la récente crise énergétique a montré que les Françaises et les Français étaient prêts à faire preuve de sobriété. Nous allons disposer de nouveaux instruments technologiques qui vont nous permettre d'accélérer dans la voie de la sobriété. EcoWatt a été un bon exemple, mais je pense surtout que l'utilisation de l'intelligence artificielle et de tous les outils d'intelligence artificielle dans les industries énergétiques vont nous permettre d'accélérer la réduction de la consommation et d'aller vers plus de sobriété. Je dis au passage une de mes convictions profondes, ne survivront au XXIe siècle que les industries qui auront investi massivement dans l'intelligence artificielle et dans les outils d'intelligence artificielle. Précisément parce que cela accroîtra leur productivité, leur compétitivité et les économies d'énergie qui vont avec. Il faut en deuxième lieu, au-delà de la sobriété, augmenter notre production d'électricité nucléaire, en particulier grâce au retour du parc nucléaire existant, à un niveau de performance qui soit le meilleur possible compte tenu des difficultés récentes qui ont été connues, et la construction de 6 nouveaux réacteurs. Je disais tout à l'heure que la création de nouvelles filières industrielles était une des plus grandes réussites de ces 4 dernières décennies dans le domaine de l'industrie. La construction de 6 nouveaux réacteurs nucléaires est le plus grand projet industriel de ces dernières décennies également, sans lequel aucun de nos autres défis ne pourra être relevé. C'est dire la responsabilité qui pèse sur les épaules de tous les agents d'EDF, que je remercie pour la mobilisation sur ce sujet. Je compte sur leur engagement, je compte sur leur professionnalisme, je compte sur leur détermination pour parvenir à relever ce défi dans les délais fixés, 2035 au plus tard, de la construction de 6 nouveaux réacteurs. L'État, comme vous le savez, vient aujourd'hui même de renationaliser EDF, de reprendre 100% du contrôle. Ça doit être une garantie d'efficacité. Ça doit être la garantie que nous tenons nos délais. Ça doit être la garantie que dans les délais impartis, la France est capable, comme elle l'a été dans les décennies passées, de réaliser des projets industriels de cette taille-là sans avoir de surcoûts excessifs et sans dépasser les délais impartis. Il faut enfin accélérer sur les énergies renouvelables. C'est le 3e volet de la stratégie que le président de la République avait présenté à Belfort, le solaire, l'hydroélectrique ou encore l'éolien. Nous devons être capables de réaliser des parcs éoliens offshore beaucoup plus rapidement et beaucoup plus efficacement. Et je reviens sur cette idée simple, la rapidité des délais ne veut pas dire renoncer à nos ambitions climatiques. Au contraire, tous ceux qui me disent « plus c'est long, plus l'environnement est protégé » font une erreur. Je crois à l'inverse qu'on peut approfondir des procédures, avoir des procédures environnementales extraordinairement rigoureuses pour défendre notre environnement et avoir des délais beaucoup plus courts. Parce qu'à force d'avoir des délais trop longs, les technologies sont dépassées, il faut refaire les plans de charge, réévaluer les technologies existantes et, dans le fond, importer des produits qui sont déjà prêts, de produits étrangers qui, eux, sont plus lourdement carbonés. C'est ce qu'on a fait au cours des décennies passées. On est perdant du point de vue économique comme du point de vue social et du point de vue environnemental. Nous nous proposons d'aller plus vite pour gagner la bataille du climat. Réaliser plus vite des installations de parcs éoliens, plus vite des installations d'énergie décarbonée, c'est accélérer la décarbonation nationale et donc gagner la bataille climatique. Réussir ce défi, ça passera aussi, au-delà de cette stratégie de construction et de sobriété, par
une électricité à un juste prix. Et ce juste prix, il est très important, pas simplement du point de vue économique, mais aussi du point de vue sociétal. Nous ne pouvons pas demander à nos compatriotes de reprendre 100% d'EDF, de renationaliser EDF, d'accélérer sur la réalisation de grands projets en matière de renouvelables et leur dire le prix, il dépendra du coût d'ouverture de la dernière centrale à gaz dans l'Est de l'Europe. C'est indéfendable et inacceptable. Les Français sont en droit de payer le juste prix, nos entreprises françaises sont en droit de payer le juste prix, c'est-à-dire un prix stable, un prix proche du coût de production électrique national et un prix qui garantisse une compétitivité à notre industrie nationale face à la concurrence européenne et la concurrence internationale. J'insiste sur ce point, et cette fois de manière très pragmatique. Il se trouve que lorsqu'un investisseur veut investir en France, que ce soit pour ouvrir une gigafactory, une PME ou une ETI, il passe en général par mon bureau, soit pour demander des subventions, soit pour demander des crédits d'impôt, soit pour regarder si toutes les conditions sont réunies. Et la première question qu'il pose, c'est quel est le prix de l'électricité que vous me garantissez? Un des atouts maîtres de la France, c'est un coût de l'électricité raisonnable et stable sur le long terme. Nous devons continuer à garantir à toutes nos entreprises nationales et à tous les investisseurs qui viennent en France un coût de l'électricité décarbonée stable dans le temps et raisonnable dans son montant. Sans quoi, beaucoup d'investisseurs, y compris des investisseurs nationaux, renonceront à s'installer en France pour s'installer chez des concurrents étrangers, notamment aux États-Unis, où, on le sait, le coût de l'énergie est très souvent beaucoup plus bas que celui que nous pouvons proposer. Il est donc indispensable de préserver cet atout compétitif de la nation française, une électricité à bas coût, avec des prix stables dans le temps. Qu'est-ce que ça suppose? Ça suppose de réformer le marché européen de l'électricité. Nous nous sommes engagés dans cette réforme avec le président de la République, avec la ministre de l'Énergie Agnès Pannier-Runacher, et croyez-moi, je mettrai tout mon poids dans la balance et toute mon énergie pour que nous parvenions à un résultat conforme aux attentes des entreprises et conforme aux attentes de nos compatriotes. Nous voulons aboutir à un accord sur le marché européen de l'électricité avant la fin 2023, en respectant 3 critères. D'abord, c'est que les consommateurs, je le disais, payent un prix qui soit proche du coût de production des mix nationaux. Je pense que c'est beaucoup plus acceptable pour un consommateur de dire on a investi en Espagne, en France, en Allemagne, sur un certain mix énergétique, et on va payer le prix moyen du mix énergétique. Ça me paraît juste, ça me paraît raisonnable, donc acceptable par nos compatriotes. Et l'idée que c'est le coût marginal de production de la dernière centrale à gaz qui était ouverte qui fixerait le prix de consommation en France est devenue inacceptable, à juste titre, pour nos compatriotes. Le deuxième critère, c'est de ne pas avantager ou désavantager l'une ou l'autre des technologies de production d'électricité, qu'il s'agisse des énergies renouvelables, de l'hydrogène ou du nucléaire. Je reviendrai sur le nucléaire, mais chacun doit comprendre, ici vous en êtes convaincus dans cette salle, mais j'ose espérer que ma voix portera au-delà de cette salle. Le nucléaire est une ligne rouge absolue pour la France. Et la France ne renoncera à aucun de ces avantages compétitifs liés à l'énergie nucléaire. Le nucléaire est un avantage économique, c'est aussi une part de notre identité industrielle. C'est ce que nous sommes comme nation, c'est ce que nous sommes comme économie, et c'est ce que nous sommes comme peuple innovant et créatif. Tous ceux qui pensent qu'ils pourraient faire reculer la France sur l'énergie nucléaire par quelque moyen que ce soit, se trompent lourdement. Nous ne céderons jamais sur l'indépendance de la France et sur son accès à l'énergie nucléaire. C'est donc, et c'est le dernier point sur lequel je veux insister dans cette réforme du marché européen de l'électricité, chacun doit respecter les choix souverains de chaque nation en matière de mix énergétique. L'Allemagne a indiqué qu'elle respecterait les choix français en matière énergétique, c'est une bonne nouvelle. Nous avons toujours respecté les choix allemands. Et il ne me viendrait pas à l'idée, comme ministre de l'économie et des finances, d'aller critiquer les choix énergétiques de telle ou telle nation. Ça engage des intérêts souverains qui ne concernent que les nations souveraines.
l'Europe reste constituée de nations souveraines qui choisissent souverainement leur mix énergétique. Je redis notre position, elle est claire, elle est ferme, elle est déterminée. Le nucléaire français n'est pas négociable et ne sera jamais négociable. Il faudra faire avec, et nous sommes convaincus qu'il est non seulement dans l'intérêt de la France, mais également dans l'intérêt du continent européen. Je vois d'ailleurs qu'il se développe dans beaucoup d'autres pays à travers la planète. Au-delà de ce marché européen de l'électricité, il faut aussi balayer devant notre porte et mettre en place, en France, un nouveau cadre national de régulation. L'ARENH prend fin en 2025. Tant mieux, ce terme d'ARENH, personne ne l'a jamais compris, et en général, ce que les gens ne comprennent pas, ça n'est jamais très bon. Donc nous devons travailler pour proposer un nouveau cadre de régulation qui doit garantir le prix le plus juste possible de l'électricité. Il doit permettre à la fois de protéger les consommateurs pour qu'ils ne soient pas exposés à la flambée des prix de l'électricité et de garantir à notre industrie un avantage comparatif tout en finançant l'évolution de notre système électrique. Il me semble que notre objectif devrait être, là aussi, de pouvoir présenter ce nouveau cadre national de régulation du prix de l'électricité d'ici la fin 2023. J'insiste sur ce sujet parce que je sais que la fin de l'ARENH crée beaucoup d'inquiétudes, à la fois parmi les industriels, parmi les électro-intensifs et aussi parmi nos compatriotes, qui n'ont aucune envie d'être laissés aux libres forces du marché en matière de prix de l'électricité. Nous leur garantissons que d'ici fin 2023, le nouveau cadre national permettra de réguler les prix. Un dernier mot enfin sur la protection du consommateur et la protection de nos entreprises industrielles. Je tiens à remercier tous les énergéticiens qui ont fait le nécessaire pour accompagner les très petites entreprises, les PME, les indépendants, les artisans, qui ont été confrontés à une flambée des prix de l'électricité totalement intolérable pour eux. Il reste encore des pratiques anormales. Et je demande à chacun d'entre vous de faire le nécessaire pour prendre toute leur part, gérer cette crise, répondre aux attentes des plus petites entreprises qui sont encore confrontées à des factures qui sont inabordables pour elles. Tout ce qui pourrait être fait pour améliorer les relations contractuelles avec les consommateurs, en particulier avec les artisans, les indépendants, les commerçants, les plus petites entreprises, ira dans le bon sens. Enfin, s'agissant des industriels, j'ai vu les inquiétudes que soulevait le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières de l'Union européenne. Je rappelle que ce mécanisme a été mis en place pour protéger justement la réduction des émissions de CO2 à l'intérieur de nos frontières, valoriser l'acier ou le ciment moins émetteurs de CO2, et certainement pas pour pénaliser nos industries. Donc nous veillerons, et je veillerai personnellement, à ce que la mise en place de ce mécanisme d'ajustement carbone, dans toutes ses modalités techniques, ne pénalise pas notre industrie. Il y aurait tout de même un sacré paradoxe à dire d'un côté, avec le président de la République, nous engageons la réindustrialisation du pays, nous créons de nouvelles filières, nous ouvrons des usines, nous valorisons des postes d'ouvriers qui vont devenir essentiels à la nation, puis de l'autre, nous acceptons un mécanisme d'ajustement carbone qui pourrait impacter la compétitivité de nos sites industriels. Nous veillerons, une fois encore, à ce que la mise en œuvre de ce mécanisme renforce l'industrie française et n'affaiblisse pas l'industrie française. Vous le voyez, les défis sont absolument considérables. Je crois que le plus important sur ces sujets est d'avoir une stratégie de long terme simple et lisible. Celle que nous avons proposée avec le président de la République a ce double mérite de la simplicité et de la lisibilité du point de vue économique, du point de vue technologique et du point de vue financier. Il nous reste encore quelques défis à relever. La réforme du marché européen de l'énergie n'est pas le dernier de ces défis, mais je suis convaincu qu'avec le soutien de chacune et de chacun d'entre vous ici, nous y arriverons et nous ferons de la nation française la seule nation totalement décarbonée, l'une des plus compétitives en Europe et l'une de celles qui réussit le mieux du point de vue économique et industriel. Merci à toutes et à tous.